Heureuse de vous accueillir pour ce webinaire. Il y a un certain nombre de temps qu'on avait l'idée et l'envie de vouloir s'adresser à vous, donc notamment à tout ce qui touche la formation initiale. Et on a souhaité commencer donc par les instituts de formation en soins infirmiers. Nous pensons que c'était intéressant là, de travailler avec à la fois les formateurs. Vous avez été invités sur toute la région Occitanie et à la fois des hygiénistes aussi qui travaillent et qui viennent intervenir au niveau de la formation initiale, toujours pour les infirmiers. Donc nous avons prévu 1 h 30 jusqu'à 15 h 30, sachant que ce sera une intervention à 3 voix dans un premier temps. Et ensuite, nous souhaitons voilà, échanger, répondre à vos questions. Donc ça permettra, comme nous ne sommes pas trop nombreux non plus, de pouvoir échanger. Mais vous pouvez déjà utiliser le chat si vous avez des remarques ou des questions au fur et à mesure du déroulé de la présentation. Donc, je vais peut-être d'abord, on va peut-être se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Hervé Vergne, cadre de santé hygiéniste sur le CPIAS Occitanie et sur le site de Toulouse. Peut-être Evelyne. Oui, bonjour. Moi, je suis Evelyne Boudot. Je suis cadre hygiéniste sur le site de Montpellier. Et bonjour, Cécile Mourlan, je suis PH hygiéniste, pharmacienne de formation et responsable du CPIAS Occitanie et en poste sur Montpellier. Ça résonne un peu là. Ce serait peut-être bien de toute façon qu'on demande de couper les caméras. Ouais, il faudra couper le micro pour ne parle pas les aussi. Caméras, les micros, voilà. S'il vous plaît. Voilà, donc on peut peut-être d'emblée commencer en spécifiant qu'on a choisi de vous faire cette présentation à partir du document sur le socle de compétences minimales, prévention des infections et de l'antibiorésistance, un document qui est récent, qui est peut-être pas connu de tout le monde, et l'idée c'était pas bien sûr de faire un cours sur l'hygiène ou le risque infectieux, mais de vous apporter des éléments sur le fil rouge de ce socle de compétences qui va, vous allez voir, dérouler beaucoup d'éléments et qui est structuré en plusieurs chapitres. Donc nous allons nous cibler à la partie concernant la prévention des infections. Donc, je vais peut-être laisser Cécile commencer et puis introduire les éléments relatifs notamment à notre structure qu'est le CPIAS Occitanie. Ok, très bien. Donc, je vais resituer effectivement le contexte en région. Vous m'entendez? Oui. Pas de problème? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, très bien, très bien. Donc, le dispositif, je vous ai mis le dispositif national de prévention des infections associées aux soins pour retenir surtout les deux instances régionales, CPIAS et CRATB. Donc, le CPIAS intervient sur les secteurs sanitaires, médico-social et ville, comme le CRATB. Donc, le CPIAS sur la prévention des infections associées aux soins et le CRATB pour le bon usage des antibiotiques. Et je vous ai souligné aussi là en haut une source importante de recommandations et d'outils qu'est le REPIAS. Au niveau national, des missions nationales de surveillance. Donc, on va le détailler un petit peu après. Et sur cette diapo, vous aurez bien sûr les diaporamas à votre disposition. Vous avez nos contacts, aussi bien CRATB que CPIAS pour toutes les questions qu'il pourrait y avoir secondairement à cette présentation. Donc, le CPIAS Occitanie, nos missions, elles sont définies au niveau national. On a un arrêté de création et on doit sur les différents secteurs, expertise et appui, animation territoriale et puis investigation et suivi des infections dans les 3 domaines. Et donc, pour résumer un petit peu, en fait, on a une interne qui a réalisé un petit film sur les activités du CPIAS et donc, on va vous le projeter, comme ça vous saurez tout en 2 minutes 10 sur ce qu'est le CPIAS pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on va. Ah, je ne crois pas avoir partagé le son. Est-ce que vous avez le son du film? Non. Excusez-moi, c'est un petit bug que je vais devoir
rattraper en me déconnectant et en me reconnectant parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait au moment où je me suis connectée. Désolée. Petit bug du direct. Quand je partage, je dois partager le son. Ce qui est fait. Normalement, on va pouvoir reprendre. Et vous me corrigez si, enfin, vous m'arrêtez si ça ne marche pas. Ok, on va voir. Voilà, je pense que vous êtes. Est-ce qu'on est bien revenu sur le diaporama, Hervé? Oui, tout à fait. C'est bon, c'est bon. Tout a bien marché. Bon, voilà. Vous savez tout sur le CEPIAS et toutes nos activités. On a juste remis en diapo. On ne va pas tout détailler. C'était juste pour vous dire que vous aurez le diaporama et du coup, vous aurez toutes nos coordonnées aussi bien sur Toulouse que sur Montpellier. Donc, en complément de ces actions régionales, on a donc des missions nationales. Le CEPIAS Occitanie n'y répond pas, mais certains CEPIAS ont souhaité porter des missions nationales qui touchent à la fois la surveillance, mais aussi la prévention et qui donc sont pour vous aussi des sources d'outils sur le volet prévention. Et on vous en illustrera pas mal issus de ces missions nationales. Et donc, voilà, il y a Primo qui s'occupe de tout ce qui est soins de ville et établissements médico-sociaux. SPARES, c'est tout ce qui est résistance et antibiotiques et consommation d'antibiotiques en établissement de santé. SpeakMe sur les infections des chutes opératoires. SPIADI sur les infections des dispositifs invasifs. Et puis, une mission transversale, communication, évaluation, formation et documentation. Kématis, voilà, et tout est accessible sur ce site préventioninfection.fr. C'est une source importante en termes de documentation. Donc voilà le site du REPIAS. Quand vous arrivez, vous avez une base documentaire spécifique. Donc vous aurez le lien ici et qui vous permet, si vous tapez un mot-clé, de pouvoir voir tous les documents qui sont récemment mis en ligne, aussi bien des recommandations, mais aussi des outils pratiques qui pourront vous être utiles pour le contenu de vos enseignements sur la prévention du risque infectieux.
Alors, ce socle commun de compétences, d'où ça vient? Ben, en fait, ça a été défini dans la stratégie nationale 2022-2025, qui a été élaborée toute fin 2021 et diffusée en février 2022, et sur lequel il était demandé d'avoir une liste minimale de compétences et de connaissances pour les professionnels, tous les professionnels intervenant dans les établissements et en ville, aussi bien au niveau de la formation initiale, mais aussi en termes de formation continue. Et donc, ce socle de compétences est destiné aux professionnels en charge de l'élaboration des programmes de formation. Donc, le ministère a fait une saisine auprès de la SF2H pour la partie prévention des infections et auprès du du CMIT pour le Collège des maladies infectieuses transmissibles et le CNP pour la partie prévention, pardon, un bon usage des antibiotiques et infections. Voilà. Et donc, ce socle commun est sorti en décembre 2022. Et donc, il est accessible sur le lien que l'on vous a noté aussi. Et récemment, un courrier co-signé par la DGS, la DGOS et la Direction de l'enseignement supérieur a insisté sur l'importance de la promotion de ce socle commun et donc reprécisant bien que ça devait être intégré dans les programmes de formation et que ça devait permettre de renforcer les contenus pédagogiques et les modalités d'évaluation des différentes filières sur ces incontournables, voilà, sur ce socle. Et donc, demandant aussi de mobiliser des approches pédagogiques innovantes et transversales. Donc, c'est un petit peu ce sur quoi on s'est appuyé et on va essayer de justement relever tous les éléments qui pourraient vous être utiles pour élaborer vos supports de formation. Et donc, on a fait un peu une recherche, enfin, on a fait une grosse recherche de tous les outils qui pourraient vous être utiles. Et donc, ce courrier insiste aussi sur l'évaluation régulière sur ces connaissances des étudiants, et ça dès la rentrée 2023-2024, donc aujourd'hui. D'où la volonté du CEPIAS d'organiser ce webinaire pour vous accompagner. Alors, il y a 6 compétences et connaissances, mais 6 domaines différents qui sont définis. On ne va traiter que les 3 premiers. Concepts généraux communs, prévention de la transmission croisée des agents infectieux et prévention du risque infectieux associé aux soins et contexte spécifique. Les 3 derniers étant relevant plutôt du domaine d'intervention du CRATB. Et le docteur Eric Bonnet doit être avec nous, ou en tout cas, s'il n'a pas pu se libérer, il a validé tout de suite le fait de faire au premier trimestre 2024 sur le même format, de vous proposer justement un webinaire sur les 3 derniers chapitres que sont concepts de base en diagnostic des infections, administration des anti-infectieux et bon usage des anti-infectieux. Voilà, donc pour vous aider, on a identifié les référentiels incontournables. Bon, je pense que pour beaucoup, vous les connaissez, mais enfin, ça nous paraissait quand même important de repréciser et de bien vous donner les bonnes références, et puis tous les outils pédagogiques en lien justement avec ces thématiques. Et nos sources, c'est bien sûr le REPIAS, le CEPIAS Occitanie, mais aussi les autres régions. On est allé chercher et aussi l'AHAS et le Haut Conseil de santé publique. Donc, je prends le relais. Je vais passer la parole, voilà. Voilà, tout à fait. Donc, concernant, on va rentrer dans les différents chapitres et au cœur des différents chapitres sans tout détailler. L'idée, voilà, c'est vraiment de traverser les différents chapitres. Sur les concepts généraux, la notion de connaître les principaux micro-organismes et les microbiotes, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes, que ce soit les bactéries, virus, parasites, champignons, qui vivent dans un environnement bien spécifique. Donc, alors pour cela, on vous a mis des liens, vous verrez, vers des outils qui nous paraissaient intéressants.
notamment le premier sur la découverte des micro-organismes par Geniali. Et là, vous voyez le tableau de droite, vous avez plusieurs onglets. Donc, quand on se connecte, on a la possibilité d'aller vers des choses très simples sur les définitions, par exemple. Mais ensuite, vous pouvez retrouver différents éléments sur les modes de transmission, les voies de pénétration. Donc, on vous donne même sur la culture des micro-organismes des petits clés en main pour pouvoir vous-même avoir une boîte de pétri pour pouvoir mettre en culture du matériel, par exemple. Dans Jouons un peu, ça nous renvoie dans des quiz. Donc ça permet là aussi d'avoir des petites vidéos que vous retrouvez aussi dans les autres chapitres sur les micro-organismes utiles ou pas, les conditions de vie des bactéries. Donc à chaque fois, ce n'est pas que du texte, c'est varié et puis je trouve que ça permet d'avoir quelque chose à la fois un bon contenu et un côté aussi ludique. Sur le deuxième, microbiote intestinal, dans l'INSERM, là on est plutôt sur un contenu, c'est plutôt sous un format de cours, mais bien illustré. Donc ça permet aussi, si on a besoin d'aller récupérer des informations, le microbiote intestinal étant celui le plus important, la flore intestinale, on retrouve les germes qui souvent sont quand on parle de bactéries résistantes, c'est au niveau de la flore intestinale qu'il faut aller retrouver ces bactéries. Donc voilà, ces deux outils qui sont intéressants à connaître et vous pourrez aller le voir par le lien. Deuxième point dans ces concepts généraux, décrire la chaîne de transmission, que ce soit en communautaire, c'est-à-dire en ville, ou dans les établissements de soins. Donc là, si on regarde la diapo suivante, on a mis quelques éléments. Voilà, hop. Ah oui, voilà, c'est juste la diapo suivante qui explique en fait donc les sous-chapitres, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on entend par transmission croisée, comment l'expliquer, repérer une situation à risque ou si on est en situation épidémique. Et à travers tout ça, comprendre comment se transmettent les micro-organismes. Et le dernier point, c'est, on parle souvent d'infection, mais il y a aussi la notion de colonisation qui est importante pour voir si, par exemple, on va devoir mettre en place des mesures telles que des précautions complémentaires ou pas. Voilà, donc ça, c'est des éléments importants. Et on a voulu imager sur la diapo suivante ce qu'on entend par transmission croisée, la chaîne de transmission. Donc, un petit rappel pour montrer que les réservoirs, c'est là où sont les sources de contamination, d'infection. Donc, savoir les repérer dans un établissement, dans un service, dans une structure. Qui sont les récepteurs? Donc, le plus souvent, bien sûr, c'est le patient ou le résident, selon où on se situe. Mais aussi, le visiteur, le professionnel peut être aussi un autre réceptif. Et puis en bleu, vous voyez comment ça va se transmettre. Est-ce qu'on est plutôt sur un germe où on va être dans du manuportage et on va transmettre par les mains et c'est plutôt du contact, ou est-ce qu'on va être plutôt sur une transmission aérienne, que ce soit des micro-gouttelettes ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus volatile dans l'air. Donc voilà un peu imagé ce que ça peut représenter. Et on a mis une autre source là, notre collègue Patrick Duchesne qui avait fait ça pour un cours et où on retrouve de par un jeu, les Gigénaires dont on pourra vous parler à la fin du diaporama. On a utilisé un petit peu toutes les petites photos, là, les petits bonhommes en lien avec ce jeu pour montrer un petit peu, voilà, on a les agents infectieux, on a le réservoir dont je viens de parler, comment ça va se transmettre. On est du contact, air, de gouttelettes, et puis l'hôte réceptif, qui plus il va être fragilisé, plus il est porteur de porte d'entrée, plus il est à risque de contracter des germes et d'être infecté. Donc voilà un peu plus imagé ce qu'on peut dire sur la chaîne de transmission. Et cette diapo, elle apporte aussi un élément complémentaire. Donc sur l'INRS, vous pourrez aller voir avec le lien où on vous explique. Alors la chaîne de transmission, c'est une vidéo, donc un film où vous pouvez comprendre tout ce que je viens de vous dire, mais de façon un peu plus illustrée à travers un film. Le reste, ce sont plutôt des apports théoriques. Vous verrez, moi j'ai repéré par exemple
quand on a parlé récemment de la contamination sur le botulisme qui avait eu lieu à Bordeaux, je crois, de mémoire récemment, bon, voilà, on comprend mieux là qu'il y a aussi par l'alimentation des risques d'intoxication botulique, par exemple. Donc voilà, c'est ce lien qui peut aussi vous aider. Ensuite, on a dans ce... Alors, je crois que c'était à toi peut-être, Evelyne, hein, je vais te laisser la parole. Oui, voilà, je vais reprendre la parole si tu veux bien. Donc, dans ces concepts généraux, vous voyez, on a écrit définir et citer les principales BMR, BHRE. Alors, on ne fait pas l'impasse sur ce point-là, mais par contre, on en discutera un peu plus loin, surtout dans la prévention. Donc, on va passer à reconnaître une pathologie infectieuse contagieuse et identifier les facteurs à situation de risque de complications infectieuses. Et pour ça, diapo suivante, nous avons une base qui a été réalisée par l'INRS, qui s'appelle EFICAT, et qui est un objet, un outil qui est destiné aux professionnels de santé et qui va aider à comprendre une situation de transmission. Et vous trouverez dans ces fiches techniques, à la fois le pathogène, mais aussi sa transmission, mais aussi sa prévention ou son traitement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Nous-mêmes, nous nous y référons assez souvent. Le CHU, diapo suivante, le CHU de Saint-Étienne a fait un peu le même travail et vous y trouverez, il va vous aider dans la mise en place des précautions complémentaires et surtout, il va vous aider dans la liste des 115 agents infectieux. Et vous allez trouver tous ces agents infectieux et ils vont vous donner toutes les informations indispensables pour le comprendre, savoir où il est, ce qu'il est, sa période d'incubation, l'épidémiologie. Donc, vous voyez, c'est assez complet avec des fiches pathologiques, il y en a 85. Donc, vous pouvez très bien faire des jeux ou des quiz avec ce type de fiches comme ça. Diapo suivante. Toujours dans les concepts généraux, vous avez savoir identifier une UAS comme un événement indésirable pour alerter et signaler. Alors, il nous a paru intéressant que vous puissiez expliquer aux professionnels, aux futurs professionnels de santé qui vont aller en stage, de pouvoir, diapo suivante, de pouvoir savoir ce qu'est déjà une infection associée aux soins, en leur donnant bien sûr les définitions, mais surtout que ces événements indésirables, ils doivent être signalés. Alors d'abord en détectant les événements inhabituels, au sein de l'établissement, c'est ce qu'on appellera le signalement interne. Donc, quel est dans mon établissement à qui je dois signaler en tant qu'étudiant en formation? Et ensuite, ce qui se passe aussi, leur expliquer ce qui se passe quand on fait des signalements aux autorités sanitaires, c'est-à-dire que l'on sort le signalement à l'extérieur de l'établissement. Donc, pour pouvoir mettre en place des mesures correctives par l'établissement, qui sont souvent à l'initiative aussi de l'OH, hein, et avoir une expertise, soit du CPIAS, soit de l'ARS, soit des deux en même temps. Et ensuite, bien sûr, on a regroupé sur le bas de la diapositive que dois-je signaler, donc la définition de ce qu'on doit signaler, ce qui est prévu dans les textes en termes de signalement, donc aussi bien une infection inattendue, inhabituelle, que des cas groupés, des infections associées aux soins qui peuvent avoir provoqué un décès ou qui sont à déclaration obligatoire. Et donc, vous voyez, il y a eu quelques nouveautés depuis l'histoire du Covid, où on a des délais aussi, hein, des cas et de nombre de délais qui sont identifiés et qui nous donnent une autorisation à signaler sur l'extérieur. Alors, pour mieux faire comprendre ce signalement, si vous devez en parler, nous avons réalisé au CEPIAS un outil sur une feuille, un recto, qui vous permet de voir un peu tous les cas de figure, que vous soyez en établissement sanitaire, en médico-social ou en ville, parce que nous avons des étudiants un peu de partout, savoir comment est réalisé le signalement, par où il s'en va. Donc, toujours pareil, que dois-je signaler, mais aussi comment je signale par les différentes plateformes qui existent et vers qui ça va et ceux qui peuvent répondre à ces signalements. Sur votre droite, donc, vous aurez les liens vers ces plateformes, aussi bien le lien vers le gouvernement, enfin, le portail de signalement des événements indésirables, sanitaires indésirables, aussi bien la plateforme de ICIN pour tout ce qui est signalement dans l'établissement sanitaire ou encore un autre portail vers santé publique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être trouvées de ce côté-là du signalement. Diapo suivante. Je ne vois pas. Voilà.
Le deuxième partie de ce socle parle de la prévention de la transmission croisée des agents infectieux. Alors, quels outils pour les précautions standards? Alors, il est quand même prôné que les précautions standards doivent être le socle commun, hein, bien sûr, hein, de tout ce qui va être mis en place au niveau de la prévention du risque infectieux. Et donc là, vous avez le détail que vous connaissez par cœur des précautions standards, les principes, les techniques de l'hygiène des mains, l'adaptation de la tenue en fonction de la situation de soins, l'hygiène respiratoire et puis les masques qui vont avec cette hygiène respiratoire. Donc, pour commencer dans les précautions standards, diapo suivante. Donc, nous sommes passés d'abord pour vous donner les recommandations. Et vous savez qu'il existe beaucoup de recommandations par rapport aux précautions standards. Je partirai par, une fois n'est pas coutume, par la droite de la diapo vers la gauche. Donc, d'abord en 2009, avec les précautions standards qui ont été écrites pour les établissements médico-sociaux. En sont suivies les recommandations générales pour l'ensemble des établissements qui s'appelaient surveiller et prévenir en 2010. Puis en 2015, des bonnes pratiques de précaution standard en soins de ville, donc c'est spécifique à tous les soins de ville. Et ensuite, une actualisation des précautions standards qui étaient bien anciennes et qui ont été refaites en juin 2017. Donc, diapo suivante. Donc, les précautions standards, vous pouvez aussi les avoir avec ce petit flyer que vous pouvez télécharger. Hein, chaque fois, vous avez les liens hein, pour télécharger. Et vous y trouverez tout ce qui concerne la stratégie de la mise en œuvre, l'hygiène des mains, les équipements de protection, l'hygiène respiratoire, les accidents d'exposition au sang, la gestion des excrétas et de l'environnement. Donc, tout ça, c'est un petit flyer que vous pouvez télécharger et puis distribuer aux professionnels pour qu'ils connaissent un peu plus la base de ces précautions standards à appliquer partout et en tout lieu pour tous les patients et tous les professionnels. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nos amis du CEPIAS Pays de Loire ont créé ce poster qui était à l'origine, en 2019, qui est à l'origine pour les établissements médico-sociaux, mais qui peuvent s'appliquer un peu partout, et qui est un grand résumé des précautions standards, qui est pour nous relativement très bien fait, et que vous pouvez afficher peut-être lorsque vous faites des TD ou des travaux pratiques sur tout ce qui est précautions standards. Vous avez aussi, diapo suivante, un jeu qui s'appelle e-control que vous trouverez sur la plateforme du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Hein. Vous avez le lien où vous avez aussi le QR code et qui permet de se former ou de remettre à niveau ses connaissances par rapport aux précautions standards et les baser sur des situations cliniques qui sont assez bien réalisées et c'est assez très ludique et très pédagogique. Donc voilà, vous avez dessous la charte, le consentement, les infos, etc. les codes. Vous avez aussi un autre, si vous voulez, Evelyne, on a quelqu'un qui a le micro ouvert, on entend. Nous aurions besoin de 2 salles, l'une en face de l'autre. Est-ce que vous auriez… Tu peux fermer tous les micros, mais moi, je ne peux pas, j'ai l'écran partagé. Par contre, oui. On clique sur les petits points en haut, là, couper tous les micros. Mais je pense que c'est… Les amis de l'écran ne sont pas présents. J'ai perdu l'écran, Cécile. Ben, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est partagé. Vous avez l'écran toujours, Hervé? Oui, on a l'écran, oui. Oui, ça y est, je l'ai retrouvé, apparemment. Alors, je disais par rapport à ces précautions standards, il y a des petits quiz qui ont été réalisés par nos amis du CEPIAS Centre et qui sont assez mignons. Donc, je trouve que ça peut être très intéressant et ça se fait sur portable, qui est assez ludique pour les étudiants. Vous avez aussi toute la boîte à outils de Matisse. Donc, comme vous disait Cécile, la mission nationale Matisse est là pour communiquer et faire des outils pour vous aider dans votre quotidien. Donc, vous avez différentes boîtes qui ont été créées, l'hygiène des mains, des excrétas et l'hygiène respiratoire, et elles sont toutes sur la même forme. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? A priori, c'est Madame Fossy. Aude, le micro est ouvert. Ça y est, elle a fermé. Voilà. Toutes ces boîtes sont sous la même forme, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois des évaluations, de la formation, la communication et de la documentation. Donc, elles sont très, très riches en documents. Et donc, on vous a mis les liens et vous pouvez aller y piocher ce qui vous plaît le plus. Et c'est tout à fait adaptable sur des centres de formation.
Donc, voilà, comme je vous disais, donc ces boîtes, vous avez, voyez, chaque fois dans l'évaluation, on vous a mis ici, par rapport à ces trois boîtes, on vous a mis les différents exercices ou diaporamas qu'ils ont mis en place, et c'est assez, et par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc, vous voyez, dans l'évaluation, on a plusieurs types de choses en fonction de la boîte dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, concernant l'hygiène des mains, donc il était bien sûr important d'en parler, étant donné qu'il y a voilà, tous des outils consacrés à cette thématique. Et donc, en termes de recommandations, je crois que c'est le document de gauche de 2009 sur lequel il faut s'appuyer, car il reprend beaucoup d'éléments et il appuie certaines choses aussi pour lesquelles on avait des croyances. Je pense par exemple à la notion du zéro bijou, où vraiment là, on précise que même l'alliance n'est plus autorisé, donc on est vraiment sur le zéro bijou. Il précise les deux techniques de soins, ce qu'on a dit là à l'instant, le lavage simple si on a des mains, des souillures sur les mains, ou bien sûr, la plupart du temps, l'utilisation des produits hydroalcooliques. Il ne fait plus état du lavage hygiénique, c'est-à-dire le lavage avec un savon antiseptique. Le document violet 2018 a été plutôt élaboré pour les établissements, les hygiénistes qui travaillent à l'organisation dans leurs établissements de la promotion de l'hygiène des mains, en précisant les normes, quels produits utiliser, si on doit mettre des produits hydroalcooliques dans les couloirs ou pas, dans les chambres. Enfin, quelle est la meilleure stratégie en termes d'hygiène des mains? Donc ça, c'est plutôt connu des professionnels de l'hygiène dans les établissements. Donc vous avez dans le document dont vous a parlé Evelyne sur les précautions standards, bien sûr, s'insère l'hygiène des mains avec, vous voyez sur la plaquette, donc un résumé de ce qu'il faut retenir sur l'indication au lavage, l'indication, comme vous voyez à droite, à quel moment on doit faire. Donc nous, vous voyez, on parle d'hygiène des mains, c'est-à-dire à quel moment on doit ou se frictionner les mains ou se laver les mains. Et là, vous avez les 5 indications qu'on peut retrouver dans tous les secteurs de soins. Et vous voyez en vert les prérequis, la notion du zéro bijou, des défauts de ne pas porter de faux ongles, le risque de colonisation de tout ce qui est bijoux ou support sur les mains. Donc là, on revient sur le site du REPIAS qui nous propose plusieurs outils. À droite, on va avoir des quiz qui sont intéressants, qui peuvent être utilisés avec les étudiants en formation, des quiz soignants. Il y en a qui ont été faits pour les patients qui sont utilisés dans les secteurs ou par les représentants des usagers. Et les quiz managers, quand on croise des cadres de santé, on leur propose de le faire, de travailler avec leurs équipes sur ça. Et puis à gauche, vous avez plusieurs petits films qui ont été faits pour promouvoir et expliquer, défendre les fake news, aller contre les fake news, défendre les bons messages pour l'hygiène des mains et l'utilisation des chats. Donc là, donc il y a 4 petits films là, mais on va vous en proposer un qui dure 2 minutes, je crois, qui nous semblait intéressant de vous communiquer. Philippe vient d'économiser 35% sur un épilateur à lumière pulsée qu'il a acheté sur Amazon. Aujourd'hui, il est fier de montrer son torse tout lisse à ses copains d'aventure. Partagez votre joie pendant la Black Friday Week Amazon, en économisant jusqu'à 35%. Dites, vous connaissez ma plus grande qualité? Ma tolérance envers le monde. Non, envers la peau surtout. Non, vraiment, sans me vanter, je contiens des agents émollients qui entraînent moins de sécheresse et moins d'irritation que le lavage au savon. Pour une bonne tolérance, il faut m'utiliser sur des mains parfaitement sèches et me préférer sans parfum, sans colorant, au naturel quoi. Je désinfecte les mains, mais je ne les décape pas non plus. Explication. Sur la peau des mains, il y a des milliers de germes. Certains sont naturels, on parle alors de flore cutanée résidente. D'autres sont acquis lors des contacts avec l'environnement ou les personnes. On parle alors de flore cutanée transitoire. Moi, je tue les germes à risque de transmission croisée, c'est-à-dire toute la flore cutanée transitoire, et une petite partie de la flore cutanée résidente en surface. Je préserve une grande partie de la flore originelle qui, après mon action, va progressivement se reconstituer entièrement.
Je veux pas balancer, mais le lavage des mains, il est plus agressif, car il détruit le film lipidique du revêtement cutané. Et si on utilise de l'eau trop chaude, trop de savon, ou qu'on ne rase pas bien, eh ben, ça provoque des lésions cutanées. Mais ça reste entre nous, hein. Moralité, la friction c'est bon, pour la peau. Voilà donc un épisode sur les 4 disponibles. On va revenir sur le diaporama. Voilà, donc sur la diapo suivante, dans cette boîte à outils hygiène des mains, vous avez également un outil qu'on trouve intéressant et qui a beaucoup été utilisé et qui l'est toujours, hein, donc Pulp Friction, qui permet, voilà, vous voyez une application web qui va permettre d'interroger de façon rapide, hein, il y a quelques questions sur les pratiques d'hygiène. Donc sur les mains à différents temps, et surtout c'est aussi essayer de comprendre s'il y a des freins, ben, quels sont-ils et comment on peut essayer d'avancer sur ça. Donc ça c'est un outil intéressant qui a été adapté aussi pour être un outil de diagnostic d'équipe et qui peut aider parce qu'il propose aussi un plan d'action, voilà, avec un tutoriel. L'hygiène des mains, ça a aussi, on a aussi fait des outils. Mes collègues côté Montpellier avaient travaillé sur un outil avec le secteur du handicap. Et pour aller le voir, un film Je veux du savon qui met en avant, qui a été tourné au sein d'un établissement médico-social du handicap et qui permet, voilà, de façon un peu humoristique et sous format karaoké, vidéo, de travailler avec ces secteurs-là. Et sur les EHPAD, même si le film il est un petit peu ancien, dans les années 2012-13, on avait travaillé avec les EHPAD et on avait tourné dans un EHPAD proche de Toulouse pour mettre en avant les précautions standards et l'hygiène des mains notamment, mais toutes les précautions standards dans un EHPAD. Avec un témoignage aussi d'une famille. Donc voilà, je crois que ça dure à peu près un quart d'heure et ça permet d'apporter différents, et ça peut être motif à discussion, hein, autour de ce film-là. Alors on a parlé d'hygiène des mains, bien sûr on parle des gants parce que souvent on porte des gants à tort parce qu'on les garde alors que les gants se justifient pour certaines éducations avec les précautions standards. Donc là vous voyez on vous a mis deux liens, un du CEPIAS Centre Val-de-Loire qui sont aussi ils font pas mal de choses, un guide pour la mise en place, voilà, de formation. Donc on peut avoir il y a une vidéo, il y a des affichettes, alors il y a beaucoup d'éléments, on n'a pas pu tout mettre là. Et puis un autre qui avait été fait, vous voyez, il y a quelques années, avec des quiz. Ça permet d'avoir des questions-réponses et de dire que si c'est pas adapté, ben pourquoi ça ne l'est pas. Donc c'est surtout pour mettre en avant le fait que quand on fait des soins sur peau saine, on n'a pas besoin de mettre de gants. Voilà, donc il y a des messages forts comme ça, mais qui ont du mal parfois à passer. Donc sur les gants, vous aurez pas mal de choses. Et puis là, on a voulu vous mettre ce petit film. On va vous en montrer un petit morceau, une vidéo qui est toute récente, qui a été faite sur la tenue, hein, pourquoi et à quel moment on doit porter une tenue. Le dress code des professionnels, c'est ici. Les soignants doivent porter une tenue professionnelle dédiée à leur activité. Elle a 2 objectifs, identifier le soignant et surtout le protéger. Les manches doivent être courtes pour une hygiène des mains optimale. Contre le froid, porter un vêtement sous la tenue professionnelle est possible s'il ne dépasse pas en dessous de la tenue. En dehors des soins en staff par exemple, le port d'une veste passe-couloir est adapté. Lorsqu'on quitte le service pour une activité non soignante comme aller au self, la tenue professionnelle doit être retirée. Lorsque les soins exposent aux liquides biologiques, aux muqueuses ou à la peau lésée du patient ou du résident, la tenue doit être protégée par un tablier à usage unique. C'est par exemple le cas lors de la toilette. Voilà, donc un petit extrait pour vous donner envie d'aller plus loin.
Et on termine sur ce qu'on appelle donc sur les équipements de protection. Là, on parle souvent du tablier, hein, du tablier de protection imperméable qu'on demande donc à apporter. Hein, et donc là, vous voyez que sous le regard de Top Chef, les missions que l'on connaît, ben, l'équipe du CPIAS Nouvelle-Aquitaine, ben, voilà, s'est amusée à faire une parodie et vraiment c'est intéressant parce que c'est à la fois très ludique, mais ça apporte les bons messages concernant le port du tablier. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Evelyne, à toi. Oui, je vais reprendre la parole si je vois la diapo. J'ai toujours un peu de décalage, excusez-moi. Donc, notre boîte à outils qui a été réalisée, qui est la prévention des infections respiratoires, toujours sur le même modèle, comme je vous ai dit, qui est aussi assez intéressante parce que vous y trouverez, on avait bien vu hein, avec le Covid que toutes les problématiques respiratoires étaient très importantes. Et là, dans ce e-learning qui peut vous proposer, vous y trouverez un peu tout ce que vous devez savoir, que vous savez déjà certainement vous, mais que les étudiants doivent savoir sur les infections respiratoires, comment se protéger, comment on est tous concernés, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Et toujours pareil, sur la même chose, avec des actions de formation, d'évaluation et de communication. Alors, on a voulu mettre un peu l'accent, diapo suivante s'il vous plaît, sur le RespiQuiz. Le RespiQuiz qui est une auto-évaluation des pratiques et donc qui est assez simple à faire et qui va permettre de savoir quelles sont les pratiques de vos étudiants par rapport aux problématiques respiratoires. Et c'est assez intéressant par rapport aux situations de soins pour savoir quelles pratiques ils doivent le mieux adopter. Il a été fait, diapo suivante, il a été fait la même chose avec la transmission respiratoire en ville, où on a ici une vidéo qui est à la fois pour le grand public, mais aussi pour les professionnels de santé. Essentiellement les professionnels libéraux, ça peut être très intéressant pour des étudiants qui vont suivre des professionnels libéraux, où pendant ce petit film, on vous demande de prendre la place soit du médecin, Fabrice l'a dit, que soit du patient, Sophie Delors, et en fonction de ce qui va se réaliser dans le petit film, on doit appliquer des gestes barrières et savoir lesquels gestes barrières il faut appliquer. Donc c'est assez intéressant à faire. Après, on ne pouvait pas manquer sans passer par toute une diapositive sur les masques, hein, puisque vous savez que ça a été la grosse polémique pendant toute la campagne du Covid. Et avec vraiment une fiche technique qui a été faite par l'INRS et des vidéos qui ont été faites par l'INRS sur le fit check à appliquer lorsque les professionnels doivent porter un masque et essentiellement lorsque c'est un masque qui est protecteur, un FFP. Donc vraiment, c'est très important à connaître parce que c'est pas toujours ce qu'on voit sur le terrain. Et pour que les masques soient aussi le mieux adaptés possible, il a été créé, alors plutôt à l'initiative pour les hygiénistes des établissements, dans les achats à faire par rapport aux masques. Il a été créé aussi une petite vidéo sur YouTube, et puisqu'il est recommandé par la SL2H, le CRS et l'INRS de faire un fit test qui est peu connu par les établissements et qui doit permettre à chaque OH, en fonction des masques qui vont être achetés, de faire des tests pour savoir si les masques sont bien adaptés à la physionomie du visage du professionnel. Donc, c'est assez intéressant d'aller voir et puis mieux comprendre pourquoi on demande en fait un fit check aux soignants. Une autre boîte qui a été créée, c'est le périfécal. Alors, pendant longtemps, la diapo suivante, s'il vous plaît. Pendant longtemps, la gestion des excrétas avait été laissée un peu de côté. Et quand est arrivé l'avènement de toutes les bactéries hautement résistantes qui sont arrivées, on s'est bien rendu compte que c'était bien par les fesses que ça arrivait, par tout ce qui était le périfécal, oui, c'est ça. Et donc, du coup, Mathis a créé aussi une boîte périfécale, toujours pareil sur le même modèle, avec la sensibilisation, des actions de formation et des outils de communication. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est beaucoup utilisé dans les établissements, donc il peut être aussi utilisé dans les écoles, dans les instituts, pour essayer de faire comprendre vraiment les bonnes précautions à prendre lorsqu'on est en charge de retirer des excréments d'un patient. Vous aurez aussi des vidéos, des outils de simulation qui ont été réalisés toujours par le Centre Val-de-Loire,
qui sont assez très ludiques puisque vous avez à chaque petit document la vidéo avec les fautes et la vidéo sans les fautes. Donc, du coup, voilà, ça peut être très intéressant. Il y a toute une documentation qui vous dit comment vous devez mettre en place cette vidéo, mais après, à vous de voir comment vous voulez le faire. Mais ça peut être très, très intéressant. On ne voulait pas passer dans les précautions standards à côté de l'environnement non plus. Donc, pour ça, nous avons, vous savez que maintenant, l'environnement, il faut avoir une qualité de locaux au mieux. Et donc, on avait créé en 2017, le CEPIAS Occitanie, avec le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, avait créé un guide sur l'entretien des locaux, avec toutes les méthodologies, le matériel qui allait ensemble. Et ce guide a fait l'objet d'un webinaire sur l'entretien des locaux auprès des équipes EMS et des EHPAD. Et il est sorti une fac sur le bio-nettoyage avec tout ce que vous pourrez savoir sur les nouvelles techniques, l'eau zonée, etc. Vous posez des questions, on a essayé d'y répondre le mieux possible. Et puis surtout, un autre document qui est très intéressant, c'est sur l'éco-nettoyage, et puisqu'on doit avoir, avec notre chimie, on a un impact de pollution qui est assez importante, donc il faut devenir assez écologique, mais surtout efficace aussi. Donc c'est possible. Et c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a permis de pouvoir accéder à ce guide et de nous expliquer comment on pouvait faire. De notre côté, au niveau du CEPIAS Occitanie, nous avons travaillé aussi avec, comme on vous a dit, on travaille avec le secteur ville, donc avec l'URPS, c'est l'Union régionale des professionnels de santé, les infirmiers libéraux. Et nous avons pu créer un petit diaporama qui permet de parler de l'entretien de l'environnement d'un cabinet infirmier avec l'entretien du matériel et les gestions des antibiotiques et des déchets qui sont souvent des questionnements qui reviennent assez souvent. La troisième partie de ce socle se parle des soins et des contextes spécifiques. Donc, bien sûr, on va parler, une fois les précautions standards, on va parler des précautions complémentaires et de la prise en charge des cas de BMR et de BHRE. Pour les précautions complémentaires, il existe deux guides, dont un qui est très, 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 très vieux, qui date de 2009, qui parle des précautions complémentaires contact, et un autre guide qui est beaucoup plus jeune, qui date de 2013 et qui va tendre à disparaître sur le début de l'année 2024 avec des nouvelles recommandations qui s'appelleront précautions respiratoires et qui engloberont justement cette prévention de la transmission aérienne que l'on avait l'habitude d'appeler air ou gouttelette. Donc, il faut va falloir être réactif en 2024 par rapport à ces précautions. Donc, vous trouverez aussi des facs qui sont au niveau du site de la SF2H. Pour les BMR, les BHRE, vous avez un guide qui date de le premier date de 2013 avec une actualisation en 2019 sur la prise en charge d'un patient, l'identification d'un cas et la prise en charge d'un patient ou de plusieurs patients en situation de portage de BHRE. Donc, le CEPIAS Occitanie, nous avons créé un kit et parmi ce kit, vous trouvez des fiches techniques sur la prise en charge du patient porteur, sur la prise en charge en cas d'épidémie et surtout une fiche de liaison qui permet aussi de pouvoir transférer le patient d'un secteur à l'autre en donnant l'information. C'est quand même assez important aussi de faire comprendre aux étudiants que l'information de passage de l'information d'un secteur à un autre est importante pour une prise en charge optimale du patient et éviter la transmission croisée. Un autre petit livret que nous avions réalisé pour les établissements médico-sociaux qui s'appelle BMR-BHRE, que vous trouverez sur notre site et qui explique un petit peu la prévention de la transmission croisée et surtout les mesures à prendre en EHPAD souvent, parce que ce sont des questions qui reviennent très souvent étant donné que maintenant les patients qui sont des résidents restent très peu de temps sur l'hôpital, mais par contre peuvent très bien attraper des BHRE aussi. On a fait le même style de travail pour les soins à domicile il y a très peu de temps. Donc, vous voyez, c'est une affiche qui est sortie en 2023, il y a au mois de novembre. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et qui donc rappelle aussi pour les cabinets infirmiers la prise en charge d'un patient à leur cabinet ou à domicile d'un patient BMR ou BHR. Toujours pareil, nous avons des outils de simulation
Voilà, des outils de simulation toujours par le Centre Val-de-Loire. Et on est vous voyez, nous sommes très accros hein, de ces petits outils-là et qui vont vous permettre d'avoir des documentations, savoir comment on détecte, savoir comment on découvre fortuitement le BHRE. Et c'est toujours très intéressant de connaître un peu ce qui se passe. Ensuite, pour terminer, pour faire un ensemble des précautions standards et des précautions complémentaires, donc à l'initiative de Patrick Duchesne, qui fait partie de nos cadres sur le CPS Occitanie côté Toulouse, il a créé une aide-mémoire avec l'ensemble des pathologies. Donc là, je vous ai fait que le recto, il y a un recto verso en fait, avec l'ensemble des pathologies et les précautions standards et les précautions complémentaires à mettre, s'il y a besoin de mettre, et lesquelles. Voilà, donc c'est très intéressant et c'est vraiment un résumé et ça peut vous aider dans votre dispensation de formation. Alors, toujours pareil, dans ce chapitre de prévention du risque infectieux associé aux soins et contexte spécifique, on a avoir recours à un spécialiste si besoin, en cas de gale, clostridoïde difficile, grippe rougeole, et solliciter un microbiologiste. Alors, nous avons créé au CPIAS Occitanie depuis plusieurs années. Je crois que la première mouture était en 2018, un plan local de gestion des épidémies qui était à viser des établissements médico-sociaux avec des fiches techniques par pathologie, GEA, IRA, GAL, ICD, tuberculose, maintenant c'est IRA Covid. Hein. Et dans ce guide, on y trouve bien sûr les plans généraux d'une épidémie, les prérequis bien sûr, mais on y trouve aussi les personnes qu'il faut appeler, l'appel à un ami si vous voulez, pour pouvoir aider les professionnels dans la prise en charge de ces épidémies ou de ces cas isolés. Voilà, donc vous aurez, c'est à 2 niveaux, les premières mesures à mettre en place et puis le niveau 2 de propagation d'une épidémie. Donc voilà, vous y retrouverez toutes ces fiches qui sont très intéressantes, qu'on peut utiliser aussi dans notre secteur. Après, pour transmettre l'information d'un risque particulier, un patient, famille, soignant, toujours dans le cadre des BHRE, nous avons créé dans ce kit-là des plaquettes à destination des patients, à savoir si vous êtes porteur d'une bactérie ou si vous êtes contact d'une bactérie hautement résistante. Donc voilà, si vous voulez, avec des conseils, ce qui est fait à l'hôpital et pourquoi, et ce qui est fait à domicile, qui peut être fait à domicile. Voilà, donc c'est toujours assez intéressant pour le patient de savoir un peu, puisqu'on demande au patient d'être acteur de sa pathologie, donc d'être aussi ici. Vous avez aussi cette plaquette que nous avons créée il y a quelques années sur un dépliant hein, qui a été fait l'objet de plusieurs campagnes d'information lors de la semaine de sécurité patient. Et c'est aussi ce qui peut être fait. Tu as le micro fermé, Evelyne. Je t'ai laissé la suite. Sur la partie, dans l'information patient, il y avait cette affiche-là, qui est toute nouvelle, en fait, pour reparler d'hygiène des mains auprès des patients, auprès des usagers. Donc, il y a ce petit flyer qui a été fait et qui renvoie sur un lien d'information. Donc, avec le QR code, on a une application et avec le smartphone, on peut naviguer pour avoir des informations. Donc, ça, c'est un outil tout récent qu'on a un petit peu à peine testé qui va servir à la semaine sécurité patient pour travailler et communiquer, promouvoir l'hygiène des mains auprès des usagers. Donc on termine ces mesures de prévention avec la promotion de la vaccination. Donc ça c'est un point important et on aurait pu vous montrer beaucoup d'outils. Hein. On a choisi 2-3 points, notamment sur cette diapo. On a l'année dernière et on l'a réitéré cette année mis en place une campagne vaccinale et la particularité avec notre collègue Sandrine Canoué, c'était de profiter de rencontres avec des correspondants en hygiène de la région, mais de les solliciter et de pouvoir témoigner par rapport à la vaccination grippe, là notamment, et dire, ben voilà, pour vous, qu'est-ce qui est important, pourquoi c'est important de vacciner, vous vaccinez pourquoi. Donc vous avez sur cette affiche à droite, et vous irez pour aller le voir, des témoignages qui ont été actualisés aussi et en 2023 là, et qui permettent
aussi d'intégrer des professionnels aussi. Donc, on a à la fois des référents, des infirmiers, soignants de service, mais aussi des professionnels. Voilà, on a mis à jour cette affiche. Vous avez plein de liens. Vous voyez, il y a des flyers, des sets de table qui ont été faits. Donc voilà, il y a toute une campagne à disposition. Également, on a travaillé, on l'a proposé à partir depuis le mois d'avril cette année, parce qu'on sait qu'aussi on a un jeune public, et puis de votre côté, je pense qu'au niveau des formations aussi initiales, il y a beaucoup de jeunes étudiants. Donc l'idée, c'était d'avoir aussi un outil sous un format ludique avec l'escape game. On avait travaillé sur plusieurs thématiques déjà, et là on a travaillé sur la vaccination avec tout un guide, parce que notre idée, c'est de proposer à des établissements et aux instituts de formation un outil tel que celui-ci pour pouvoir travailler sur la vaccination et essayer d'apporter des messages pertinents pour inciter à la vaccination. Voilà, on a à chaque fois dans ces outils, on fait participer des formateurs pour la partie concernant les étudiants dans les instituts de formation. Un autre chapitre indiqué technique de soins. Donc là, c'était plus dans des éléments sur l'asepsie dans les soins réalisés, quel antiseptique choisir, concernant le matériel, les dispositifs médicaux, qu'est-ce qu'il faut faire, également un point sur les accidents d'exposition au sang. Donc là, on a une diapo, vous voyez, sur les documents concernant l'antisepsie, avec des éléments récents, donc 2016, là, le dernier, mais qui a été repris après par la suite, qui parle de l'antisepsie de la peau, mais la peau saine. Alors, ça peut être au niveau d'une insertion liée à la pose d'un cathéter, par exemple, en chirurgie, l'incision opératoire, le fait de faire un prélèvement pour une hémoculture. Donc, tout ça, on le retrouve dans ce document-là. Et puis, on vous a mis à droite les spécificités pour les tout-petits, prématurés et les jeunes enfants. Avec des spécificités, vous voyez qu'à droite, il y a eu des actualisations, notamment en 2011 sur la droite, et puis tout récemment en néonatologie, où là aussi on a eu des précisions, et ça balaye en fait, et ça si vous voulez, à partir de cet avis-là, ce qui a été écrit avant est abrogé concernant les tout-petits, la néonatologie. Ces éléments sur l'antisepsie 2016 ont été repris concernant les outils, toutes les recommandations liées au cathéter. Alors là, vous en avez les plus anciennes. Donc 2012, c'était les chambres à cathéter implantable, donc travailler avec des libéraux. L'hérocopique, dont on a beaucoup parlé, qui ont été à peu près au même moment, en 2013. Et puis, je attire votre attention sur le document de droite 2019, voilà, qui est récent, et c'est la première fois qu'on a là des informations, des recommandations concernant les midline et les cathéters sous-cutanés. Et en même temps, ça abroge un ancien document sur les cathéters veineux périphériques qui datait de 2005, je crois, de mémoire. Donc voilà, ça c'est un document important pour travailler. Si vous devez revoir des cours par rapport à ça, mais les hygiénistes s'appuient sur ça aujourd'hui. Et puisqu'on parle de cathéter, vous voyez qu'il y a plusieurs sites, des outils qui pourront vous aider. Donc le même site de tout à l'heure sur le centre Val-de-Loire, mais qui ont travaillé aussi avec, en bas, vous avez ce personnage Lily, pour lequel a été fait des vidéos, diaporamas. C'est très pédagogique, notamment, vous voyez, sur la pose, la gestion des cathéters veineux périphériques et sous-cutanés. Donc là, c'est intéressant, à partir d'un document comme ça, de travailler et d'apporter les bons éléments par rapport aux nouvelles recommandations. De notre côté, au CEPIAS Occitanie, on a produit des outils, dont vous voyez en bas qu'on a des affiches à la fois sur le midline, les cathéters sous-cutanés, beaucoup de questionnements sur l'utilisation de valves, les valves bidirectionnelles, est-ce qu'il faut les désinfecter, est-ce qu'on met des bouchons, on n'en met pas. Donc, on a essayé de répondre par l'utilisation de ces outils. Et puis, mes collègues de Montpellier, Emmanuel Sarivière et Evelyne Boudot, ont travaillé sur cet outil que vous voyez en haut. C'est un petit film, en fait, qui
qui ne sont pas des recommandations, mais plutôt des trucs et astuces, hein, c'est le titre qui est donné, hein, voilà, sur les soignants au quotidien pour les aider à répondre à leurs difficultés lors de la réflexion d'un pansement de PICC-Line, par exemple. Sur les dispositifs médicaux, un document des recommandations donc récentes sur les bonnes pratiques de traitement de ces dispositifs réutilisables. Donc là, c'est un document assez complet, complexe aussi, qui sert plutôt aux responsables dans les établissements. Sur le document d'après, sur la diapo d'après, vous verrez... Ah oui, je vous dirai, j'ai oublié un petit point tout à l'heure. Donc voilà, juste pour vous dire que vous voyez à droite, vous avez quand même, ça peut vous servir. On nous pose la question, comment on nettoie les ordinateurs, les claviers. Donc il y avait un document hein, qui avait été fait par la SF2H et auprès duquel vous pouvez vous référer. Ça peut être intéressant pour répondre à des questions. Donc je disais qu'on a traduit, nous, ce document pour le matériel réutilisable plutôt auprès des établissements médico-sociaux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un listing à travers comme un document Excel, si vous voulez, où on retrouve tout le matériel qu'on peut trouver dans ces établissements et comment on va les nettoyer, comment on va les désinfecter. Voilà, donc c'est un petit peu une bible hein, pour ces établissements médico-sociaux pour lesquels on n'a pas toujours d'éléments pour se référer. Un point sur les AES, donc parce que ça c'est aujourd'hui géré pour tout. Quand on a un risque, c'est le groupe, le GRS, hein, que vous connaissez sûrement, qui est un peu là pour travailler sur le matériel, sur le risque de ces accidents. Donc vous voyez qu'il y a une obligation aussi de fournir du matériel adéquat. Donc souvent c'est le matériel bien sûr sécurisé. Vous avez aussi le matériel barrière hein, qui va être proposé, tout ce qui est masque à visière par exemple, hein, des dispositifs avec une sécurité avérée. Et puis vous avez, quand malheureusement on a des accidents, le fait de devoir les déclarer avec deux items qu'on vous a mis là, une surveillance nationale qui est aujourd'hui sur vous voyez le Web AES dièse 2 qui est mis à disposition aux établissements. Donc il y a un outil et c'est géré par Besançon. Et puis en dessous, un outil qui est tout récent aussi, qui est pour la ville, pour les infirmiers libéraux qui ont souvent pas le temps, pas l'outil à disposition. Donc là, c'est très facile, c'est sur le smartphone, on télécharge et on peut signaler en temps réel un accident réalisé à domicile. Et enfin, un petit webinaire là qu'on a fait, vous avez le lien et vous pourrez retrouver des éléments par rapport à ces AES. Voilà, on arrive un petit peu sur la fin. Donc, il y a un chapitre qui s'appelle voilà, comment se comporter pour le professionnel de santé. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on a repris, mais qu'on ne va pas détailler. C'est la notion de travail en interdisciplinarité. Donc ça, c'est quand même important. Et la notion d'exemplarité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On le voit en ville aujourd'hui avec la création des maisons de santé aussi, où beaucoup d'acteurs de ville maintenant travaillent ensemble. Et de plus en plus. Solliciter un expert, ça qu'il ne faut pas hésiter aussi. Si vous, de votre côté, dans les instituts de formation, et vous le faites déjà, vous avez besoin d'une expertise sur ce domaine, ben voilà, on peut y répondre. Il y a aussi la notion de comportement. C'est vrai que là, c'est un exemple, mais au bloc, dans des zones à risque, on sait qu'il y a des difficultés, qu'il y a beaucoup parfois de rentrées et sorties de salles de bloc, dans les couloirs, etc. Donc voilà, il y a des éléments qui sont repris là, qui peuvent être utilisés pour en discuter et aussi savoir expliquer au patient s'il a contracté, on parlait des BHRE tout à l'heure, s'il est porteur d'un germe ou pas, s'il est infecté. Voilà, donc des éléments aussi qui doivent se traduire à ce moment-là. Et on termine cette présentation. Alors, on ne va pas reprendre tout ce que vous connaissez sur le plan pédagogique, hein, vous êtes plutôt les experts en ce domaine, mais on vous a juste mis quelques outils complémentaires, hein, notamment, là vous avez un lien où on avait recensé à l'occasion d'une journée régionale tous les outils, tableaux de jeu, vidéos, des outils qui ont été réalisés par des établissements.
qui donc permettent de promouvoir tout ce qu'on vous a parlé, dont on vous a parlé, précautions standards, tout ce qui est sur le risque infectieux. Ensuite, vous faites de la simulation, mais sachez que pour ceux qui ne le connaissent pas, moi j'ai eu la chance de piloter ce groupe de travail régional avec la Société francophone de simulation. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a peu d'entre guillemets d'hygiène en simulation. Donc l'idée, c'était vraiment d'impulser ça. Alors je sais que souvent vous faites la simulation procédurale en institut et vous êtes vigilant au risque infectieux, mais ce n'est pas toujours le cas, et notamment en formation continue. On termine, je crois qu'il y avait ensuite la chambre des erreurs, donc ça vous connaissez sûrement. Donc nous avons la possibilité aussi de l'avoir sur le site et d'avoir tous les outils à disposition. Donc notre collègue Patrick Duchesne avait largement a contribué à cette chambre des erreurs. Voilà, vous avez tous les éléments qui sont repris à droite. Et puis, itinéraire à risque, c'est un serious game qu'on a travaillé il y a quelques années, voilà, qui donne 2 parcours patients et ça permet aussi là de travailler les précautions standards et les précautions complémentaires. Enfin, les hygiénerses, donc c'est un outil aussi jeu style plateau de jeu qu'a travaillé Patrick Duchesne et une partie de l'équipe avec des cartes, vous voyez, pour travailler mes précautions standards, précautions complémentaires, à la fois trouver une pathologie, quel risque et surtout quel bouclier, quel support, quelles mesures de prévention utiliser. Donc pour combattre en fait cette pathologie ou prévenir au mieux le risque infectieux. Donc les hygiénaires, voilà, nous on est content de cet outil aussi parce que ça semble plaire depuis qu'on le propose sous façon boîte de jeu aussi. On a déjà eu l'occasion de le tester et peut-être qu'il y aura une version ensuite digitale à utiliser sur smartphone. Ben voilà, c'était un petit peu long, mais je pense qu'on a essayé pourtant de synthétiser au mieux. Donc, on vous propose avec mes collègues, on va se rallumer nos caméras et n'hésitez pas, on n'est pas trop nombreux, donc vous pouvez prendre la parole. Là, je vois pas de questions, de remarques sur le chat, mais n'hésitez pas. Et si mes collègues, vous avez d'autres éléments complémentaires, ben, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, juste pour vous dire quand même qu'on n'a pas été exhaustif, il existe énormément de documents. On a essayé de prendre ce qui nous paraissait le plus, ce qui nous paraissait être très bien. Et puis donc voilà, donc après, on pouvait faire ça pendant presque une journée. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre, s'exprimer, ou est-ce que ça correspond déjà à des attentes? Bonjour. Oui. Bonjour, Nathalie Benoît, je suis formatrice à l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Nîmes. Merci déjà pour cet apport. Oui, c'était très dense, et beaucoup de choses, beaucoup de propositions. Moi, j'ai pas l'habitude de suivre vos webinaires parce que je suis référente de l'hygiène, mais ça fait pas longtemps. Donc, vous nous dites que on va avoir un lien, c'est ça, avec toutes les informations, parce que j'ai pris des notes, mais voilà, de manière très parcellaire. Donc, il y aura la possibilité d'accéder à tous les outils que vous nous avez présentés, enfin rapidement, mais listés, quoi. C'est ça? Oui, vous avez en fait sur le diaporama, vous allez avoir le diaporama que vous pourrez télécharger sur notre site. Et vous avez dans chaque diapo, on laissera un PowerPoint, ce qui fait que vous aurez à chaque diaporama, à chaque diapo, vous aurez les liens. Et vous pourrez qu'à cliquer sur les liens pour pouvoir arriver aux éléments. D'accord, donc le diaporama que vous nous avez présenté, il faut aller le chercher sur le site du CEPIAS. Ça sera plus simple, oui. Oui, d'accord, oui, d'accord, très bien, merci. Si vous avez des difficultés, vous nous envoyez un mail et on vous le transférera si jamais vous n'y arrivez pas. D'accord, merci. On avait une main levée, Marie-Rose Hofbeck.
Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, Très bien. Bonjour, je suis formatrice à l'Université de Toulouse et peut-être pas tout à fait en lien, mais quand même, je voulais savoir si vous avez la notion du prélèvement sanguin depuis un midline ou un ou depuis un pickline. Est-ce que c'est autorisé et donc ça suit forcément certaines conditions d'hygiène? Alors, dans les recommandations sur les pics, il y a toute une partie sur les prélèvements qui sont réalisés. Oui, ça peut être autorisé avec des conditions particulières. Donc, ce serait, voilà, ce serait bien peut-être de s'y référer. Donc, c'est les recommandations PIC de 2019, si ma mémoire ne m'abuse. Voilà, oui, ça peut être fait, mais à certaines conditions. Très bien, je vous remercie. Je suis ravie de voir que ces recommandations donc, sont accessibles. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, juste pour savoir, les recommandations SF2H sur toutes les recommandations sont toujours accessibles en open access pour tous ceux qui sont adhérents à la SF2H et 6 mois après pour tout le monde. Très bien, merci. voilà, juste préciser que le prélèvement est autorisé, mais on sait qu'on a très souvent des difficultés de retour veineux et que quelquefois, malheureusement, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est possible, tout à fait. On avait une autre demande, monsieur ou madame Régnier, c'est ça? Vous pouvez ouvrir votre micro. Le micro est ouvert, mais on n'entend pas. Non, il faut taper votre question sur le chat. Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas l'entendre. Si d'autres personnes ont des questions en attendant. Oui, ou des commentaires. Oui, moi je vais peut-être tenter. Karine Poulain, formatrice à l'IFSI. Alors en tout cas, tout d'abord, merci beaucoup pour ce webinaire. C'est un beau recensement, je pense, des outils. C'est vrai que c'est des outils qu'on connaît, certaines qu'on ne connaît pas. En tout cas, ça permet d'avoir une idée de l'état actuel des outils dont on dispose. Alors, c'est que la difficulté, c'est qu'on a des fois des promotions qui sont assez volumineuses et tout ce qui est ludique, les plateaux de jeux, c'est que c'est très intéressant. Alors après, il faut voir la faisabilité pour le mettre avec des promotions d'étudiants de 250, presque 300 étudiants. Mais en tout cas, effectivement, c'est très, très bien d'avoir pu échanger avec vous sur toutes les différentes méthodes pédagogiques qui existent et voilà, de refaire un état des lieux un petit peu des recommandations. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Madame Régnier a marqué qu'elle souhaite revenir sur le document, mais il faudrait qu'elle nous précise un peu peut-être la demande. Je présume que c'est par rapport au socle, au document, socle de compétences peut-être. Alors pareil, hein, vous aurez sur diaporama, si vous ne l'avez pas déjà eu par vos directions, parce qu'il a été quand même promu au niveau du CEFIEC et au niveau, voilà, et donc il devrait être en descente vers ici. Vous aurez le lien de ce socle de compétences qui est un petit document d'une vingtaine de pages et qui n'est pas très long à lire, mais qui vous donne à chaque fois par rapport, je vois prévention du risque infectieux associé aux soins et contexte spécifique, toutes les mesures en termes généraux. Donc, il vous donne exactement suspecté, identifié, reconnaît l'IAS, déclarer, signaler, signalement, en termes techniques, mettre en œuvre des mesures adaptées pour prévenir la transmission croisée, etc. Enfin, tout est détaillé. Et ça vous permet, si vous voulez, dans la construction de vos UE, de vos cours, de pouvoir apporter tous ces enseignements aux futurs professionnels. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce socle commun, il a été fait pour les filières maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et soins infirmiers.
Actuellement, la SF2H s'est replongée là-dessus puisqu'il a été très bien accueilli par le ministère, puisqu'il a été présenté au ministère, et on demandait à la SF2H d'écrire la même chose pour l'ensemble des professions, si vous voulez, médicales et paramédicales. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas en cercle fermé, SF2H, ça se fait toujours les maïeutiques avec les sages-femmes, avec le collège des sages-femmes, la médecine avec le collège des médecins, etc. Ça se fait toujours avec les ordres et les collèges pour pouvoir écrire ce document. Donc, c'est en cours, donc, pour les autres filières de soins. Evelyne, je propose peut-être qu'avec le diaporama, on puisse mettre le document, si jamais certains l'ont pas eu. Bien sûr. On pourra le mettre sur notre site. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi, du coup, j'ai encore une question. Par rapport à ce document-là, on l'avait reçu, enfin oui, moi j'en ai pris connaissance dans l'été. Est-ce que vous avez connaissance d'expériences d'enseignement peut-être interdisciplinaire entre différentes filières là, qui sont énoncées ou pas? Non. Non. Personnellement, non. Comme je vous disais, la SF2H a été le tronc commun pour faire travailler chaque collège sur sa discipline, chaque discipline sur le minimum de compétences. Mais après, entre l'interdisciplinaire, je ne connais pas. D'accord. Non, parce que comme il était aussi question du service sanitaire, est-ce que vous savez si par exemple, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses à croiser en fait? C'était ma question. Et si oui, est-ce que vous aviez, parce que vous, connaissance de ces expériences-là? Bon, il n'y en a pas en Occitanie apparemment. Non. Ou alors on ne les connaît pas. Hein. Oui, après, on n'est pas toujours au fait voilà, de ce qui se fait au niveau des IFE. On est très demandeurs. Hein, au contraire, c'est une première aussi, ce webinaire. Et peut-être qu'on aura l'occasion. Enfin, on avait eu Hervé et Evelyne avaient essayé de monter aussi une journée sur l'enseignement de la prévention du risque infectieux avec les différentes écoles. Voilà, peut-être que ce sera quelque chose qui pourra être développé à l'avenir pour échanger justement sur vos expériences et notamment entre les différentes IFE. Et ça peut être intéressant ça pourrait être à l'origine justement de création de projets transversaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou pas d'autre chose. Il y avait juste Madame Régnier là du coup qui avait marqué un commentaire en disant que les compétences à acquérir avant le stage, qui sont effectivement définies en fin du document, lui paraissent très, très importants. Et donc, c'est sûr que oui. Ça demande effectivement, c'est pour ça aussi qu'on voulait vous présenter un petit peu tous ces outils qui peuvent aider. Mais c'est sûr que ça reste les bases, effectivement, avant que les stagiaires aillent en service de soins. Hein. Quelque part, si vous voulez, ça vous donne un petit peu la ligne de conduite dans l'organisation de votre formation initiale. Hein. Savoir que voilà, l'essentiel pour nous serait que le futur soignant arrive en stage en connaissant un minimum de choses par rapport à la prévention du risque pour justement qu'il puisse, dès le départ, appliquer les bons gestes au bon moment. Et pour la bonne personne. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et c'est pour ça que, dès le départ, il y a la chaîne de transmission, l'hygiène des mains, beaucoup l'hygiène des mains, connaître les précautions standards et puis comprendre les précautions complémentaires. Et puis ensuite, parce que les précautions standards, c'est tout ça. C'est l'hygiène des mains, c'est les EPI, c'est les masques, c'est les gants, c'est tout ça en fait, hein, la précaution standard. Donc, connaître ça avant de partir. Donc, c'est vrai que ça vous donne un peu une organisation. Oui, mais moi je crois que c'est faisable dans le sens où toute la partie, comme tu le dis, hein, tout ce qui est listé dans cette annexe 1, cette liste de compétences, fait l'objet des précautions standards. Donc, dans la mesure où on travaille ce point-là avant le stage, on va pouvoir, je pense, déployer. Nous, je sais de notre expérience, on le fait auprès des aides-soignants où c'est au tout début de la formation et on peut
Donc, participer à cet apprentissage-là, c'est plusieurs heures là-dessus, mais ça permet effectivement, avant de partir en stage, d'avoir des éléments de base. Alors, au niveau des IFSI, je ne sais pas comment ça se traduit, hein, mais je pense que c'est possible. Oui, est-ce que vous m'entendez Juste, je là? voulais rajouter parce que je vois qu'il y a des personnes qui partent. Les webinaires ayant été enregistrés, il sera en ligne aussi, donc n'hésitez pas à le transmettre à d'autres intervenants au sein de vos instituts qui sera amenés à travailler voilà, sur cette partie prévention des infections, voilà, aussi bien l'évaluation de pratique ou autre, voilà, qui puisse être diffusée largement au sein de vos instituts. Il y avait une personne qui parlait, je crois. Oui, est-ce que vous m'entendez là? C'est Madame Régnier. Ah, bonjour Madame Régnier. Oui. Ah, très bien. Oui, vous m'entendez là? Oui, alors j'entends bien évidemment qu'on le fait, ce que vous avez dit, d'essayer de partir. Sauf qu'à un moment donné, tous ceux qui commencent leur enseignement, que ce soit sur les soins de confort et de bien-être, tout le monde a un minimum de connaissances avant de partir en stage. Et concrètement, moi, ça fait maintenant 13 ans que je suis formatrice, ça ne rentre pas avant de partir en stage, si on met tout bout à bout. Et l'autre question que je voulais soulever, la difficulté, c'est que certains, hein, pas tous, hein, certains, quand on leur parle de tout ça, il faut s'imaginer qu'ils n'ont jamais vu un patient, suivant la filière d'où ils viennent. Donc, je peux vous dire que comme c'est compliqué de les accrocher sur des problématiques d'hygiène, spécifiques. Alors, les généralités, l'hygiène des mains, oui, on le fait, mais vraiment, quand on veut aller plus loin, mais pour eux, même une tenue, ils ne l'ont, ils ne savent pas de quoi on parle. Un couloir d'hôpital, ils ne savent pas de quoi on parle. Voilà. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile, aussi avec la nouvelle génération, et ça, les outils, vous avez apporté des outils nouveaux, hein, on est d'accord, mais je peux vous dire qu'il y a des fois, on parle hébreu. Voilà, donc tout mettre avant de partir en stage. Alors, je sais bien aussi, je me suis posé la question dans le document, si derrière, il y avait une réflexion en lien avec le nouveau programme qui est en réflexion actuellement sur le 2025, puisqu'on a appris hier que ça ne serait pas septembre 2024, mais septembre 2025. Voilà, je ne sais pas si… Tu le sais ça, Evelyne, si ça… Il y a eu quelques passerelles entre la SL2H et le nouveau programme, mais ça reste, ça reste quand même très, très léger. Hein. On n'a jamais eu le contenu exact de la nouvelle mouture. On a des grandes lignes, mais c'est pas un travail non plus qui a pu être fait en commun parce que ça n'a pas été voulu en commun. Pas forcément de notre part, mais voilà, donc ça va être, il va falloir s'accommoder des deux et voilà, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Ben, nous non plus malheureusement, mais par contre, le seul truc que moi, là où j'ai mis le lien, c'est qu'on a entendu dire, je dis bien entendu dans les couloirs, qu'il n'y aurait plus de stage au SE1. C'est pour ça que je me suis demandé cette petite astérix et que tout se faisait en simulation. Alors, on a entendu la même son de cloche. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, mais d'accord, si c'est en simulation, ben oui, on peut apporter tout ça pendant les simulations, ou les jeux, ou les serious games, etc. Mais si on reste sur un stage en service, en unité de soins, faire tout ça avant de partir, ça me semble énorme. Voilà, donc je voulais savoir si c'était un lien, mais nous, on n'a pas eu plus… c'est aussi des bruits de couloir. Hein. On n'a pas les informations, je crois, nous non plus. On n'a pas toutes les informations, ça c'est sûr. Et merci en tout cas de cette remarque. Peut-être, Cécile, je ne sais pas si tu l'as dit au début, sur le chapitre concernant le bon usage des antibiotiques, oui, tout ça. Voilà. Je viens de regarder justement Dr Eric Bonnet, qui est donc le coordonnateur du CRATB, devait essayer de se connecter, mais je ne le vois pas, à moins que si tu es là, Eric, n'hésite pas à prendre la parole. Mais donc, effectivement, le CRATB est très intéressé aussi. Hein, on a commencé, vous voyez, on avait déjà un long diaporama, c'était difficile de continuer avec
le côté bon usage des antibiotiques, mais donc ça vous sera reproposé. Et donc, voilà, sans doute au cours du premier trimestre avec un webinaire sur les 3 dernières compétences animé du coup par Dr Eric Bonnet et Philippe Serraillier, qui est le médecin généraliste aussi coordonnateur du CRATB. Effectivement, pour revenir à ce qu'on disait, ça nous a semblé, enfin vraiment, Evelyne principalement, mais Hervé aussi a complété un gros travail de recherche en essayant d'identifier vraiment les outils, les nouveaux outils, vidéo, quiz, jeux interactifs, etc. Parce que, comme vous l'avez relevé, les nouvelles générations, effectivement, ne sont plus très friandes de PowerPoint et de contenu classique, mais plutôt, vous avez vu pas mal de films, des erreurs. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être peut-être plus appétantes de jeux, plus appétants pour les jeunes en apprentissage. Bon, très bien, mais je crois qu'on arrive à la fin du webinaire. Donc, on vous remercie de votre participation et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup.